Bienvenue, merci à tous de vous informer sur RTI 1. En marge des travaux du Rassemblement mondial du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition, le vice-président de la République a été reçu en audience par la présidente du Népal. Cet entretien a ouvert la voie à l'établissement d'un pont de coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays d'Asie du Sud-Est. Comment faire en sorte que le tout jeune Sénat ivoirien bénéficie de l'expérience du Sénat américain qui est vieux de plus de 2 siècles? C'est la question au centre de la rencontre ce mardi du nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et du président du Sénat ivoirien. 14 600 feuilles de tôle d'une valeur de 30 millions de francs CFA vont être détruites dans les prochains jours. Ces feuilles de tôle qui ne respectent pas les normes en vigueur ont été saisies ce mardi dans une société industrielle de transformation de l'acier et de production de fer. Et puis la police nigériane annonce ce mardi avoir libéré 259 personnes d'une maison de correction islamique dans le sud-ouest. Cela dans le cadre d'une série de raids similaires menés dans le pays ces dernières semaines. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce mardi. On démarre au Népal. Le vice-président ivoirien y est pour les travaux du Rassemblement mondial du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. Daniel Kablon-Duncan a été reçu par la présidente du Népal, un entretien qui ouvre la voie à la coopération entre la Côte d'Ivoire et ce pays d'Asie du Sud-Est. Mama Traoré, envoyé spécial. C'est la première visite officielle d'une autorité ivoirienne en terre népalaise. D'ailleurs, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Népal ont été officiellement établies le 16 juin 2017. Cette rencontre entre le vice-président ivoirien et la présidente du Népal, Bidya Devi Bandari, a donc permis de jeter les bases d'un cadre formel de coopération. Notre suggestion a été que peut-être qu'on charge les ministres des Affaires étrangères à donner des instructions aux ambassadeurs qui sont donc au niveau des Nations Unies, de manière à ce qu'ils travaillent sur une plateforme qui peut servir donc de base à cette coopération. Quand je regardais les échanges, ils sont très très faibles. On a 25 millions d'échanges de francs CFA, c'est pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger, notamment dans le domaine du bois. Il peut être aussi par le cacao de Côte d'Ivoire, puisqu'on a donné un élément et ils apprécient ça. Et aussi, donc, je pense dans le domaine du tourisme. Le Népal a 1 million de touristes, hormis donc les Indiens, comme j'ai indiqué, puisqu'ils sont frontaliers à ceux-là. La Côte d'Ivoire, 2 millions de touristes. C'est un pays, ce sont deux pays quand même de tourisme, même si c'est des touristes différents. Ça peut être aussi un objet donc, de coopération dans ce domaine. À la suite de cet entretien, le vice-président de la République a pris part à la réunion de haut niveau des 27 membres du groupe principal du mouvement Sun pour le renforcement de la nutrition. Le lieu pour Daniel Kablon-Duncan d'exposer sur les progrès réalisés par son pays ces dernières années, à savoir la baisse du taux de prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans de 29,8% en 2012 à 21,6% en 2016. Sur la même période, le taux de l'allaitement exclusif est passé de 12% à 23,5%. Au niveau de l'engagement politique, notons la création récente par le chef de l'État du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. Lors de cette rencontre internationale du Népal, le vice-président est intervenu dans plusieurs panels de haut niveau pour expliquer le modèle ivoirien. Selon Daniel Kablon-Duncan, la Côte d'Ivoire entend maintenir sa dynamique pour être conforme à l'ambition des Nations Unies d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde d'ici 2030. Mama Traoré. Un enfant sur 3 au monde souffre de retard de croissance. Le mal pourrait être évité si l'enfant est nourri convenablement durant ses 1000 premiers jours de vie, notamment par allaitement. Le mouvement Sun profite donc de ce rassemblement de Katmandou pour demander aux États membres de formuler des engagements en matière de politique nutritionnelle, le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va s'engager également, à définir un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé. Deuxièmement, éliminer la carence en iode. Troisièmement, le pays s'engage à renforcer la focalisation du mouvement Sun sur la nutrition au cours des 1000 premiers jours de vie.
Membre du mouvement Sun depuis 2013, la Côte d'Ivoire est présentée à ses assises comme un modèle à suivre au vu des progrès réalisés ces dernières années au plan national. Alors, l'intervention du vice-président ivoirien est sollicitée dans plusieurs panels pour expliquer les secrets du succès ivoirien en matière de nutrition. L'évolution des indicateurs du processus Sun, comme la plupart le savent, sur la période 2014-2018, et c'est important, nous sommes passés de 56,5% à 96%. Il y a donc un comité décisionnel que je préside et dont le vice-président est le Premier ministre et qui comprend 13 ministres qui sont concernés par la problématique de la malnutrition. Il y a un comité technique multisectoriel. Ensuite, il y a des comités régionaux animés par les préfets pour que chaque région puisse faire sien le dossier donc, de la malnutrition. Parce que si vous faites un dossier au niveau du sommet et qu'au niveau des régions, vous n'avez pas la diffusion des décisions, ça risque d'être lettre morte. Sur le terrain, cette stratégie porte ses fruits. Le retard donc de croissance de 2012 à 2016 est passé de 29,8% à 21,6%. La malnutrition aiguë a baissé de 7% à 6%. L'insuffisance pondérale est passée de 14,9% à 12,8%. Le taux d'allaitement, qui était de 6%, est passé à 12%. Il est actuellement de 23%. Le rassemblement Sun de Katmandou se tient à 1 an du sommet mondial de Tokyo sur la nutrition. Ce sera le lieu pour tous les États membres des Nations Unies d'acter leurs engagements afin d'éradiquer la faim et la malnutrition dans le monde. À Abidjan, la capitale économique ivoirienne, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a été reçu par le président du Sénat. Janoa Ousoukwadio et Richard Bell ont parlé de coopération. Comment faire en sorte que le Sénat ivoirien bénéficie de l'expérience du Sénat américain? Le compte-rendu d'audience est signé Michel Digré. C'est la première rencontre officielle entre le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Janoa Ousoukwadio, et le nouvel ambassadeur des États-Unis. Une audience mise à profit pour parler de coopération entre les Sénats américains et ivoiriens. Nous avons une législature bicamérale chez nous, avec la Chambre des représentants qui correspond à l'Assemblée nationale et le Sénat. Évidemment, nous avons facilement pu aborder des sujets d'intérêt en commun et certainement mon pays respecte beaucoup le rôle que chaque institution démocratique a à jouer dans la vie saine, apaisée, pondérée du pays. Le Sénat ivoirien entend donc s'inspirer de ce qui est bon aux États-Unis. Je pense qu'on aura la perspective d'une visite au Sénat américain pour aller voir, pour aller écouter, et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler à améliorer les pratiques du Sénat ivoirien, qui se veut un Sénat de la paix, comme je le dis, un Sénat qui contribue à renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Depuis sa nomination en septembre dernier, le nouvel ambassadeur américain multiplie les rencontres avec les autorités ivoiriennes avec un objectif affiché, booster les relations bilatérales entre les deux pays. Le président de la commission électorale indépendante s'est rendu ce mardi à la grande chancellerie de l'ordre national. Kouibia Koulibaly Ibrahim est allé annoncer en personne à la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, son élection à la tête de l'institution en septembre dernier. Lydie Sadia et Abou Sanogo. Le président de la CEI, la commission électorale indépendante reçue par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, Kouibia Koulibaly Ibrahim, est venu recevoir des conseils pour galvaniser ses équipes afin de réussir la mission de conduire des élections sans violence et transparentes en 2020. Nouvellement élu président de la commission électorale indépendante, je me devais de faire la visite de courtoisie à Madame la grande chancelière. Par ailleurs, je suis dans une maison où il y a des travailleurs et des braves travailleurs. Il est bon que je vienne auprès d'elle solliciter des éléments pour les encourager à mener à bien leur mission.
Le premier responsable de la commission électorale indépendante prévoit également des rencontres avec d'autres institutions. 4 projets de loi ont été adoptés ce mardi à l'Assemblée nationale. Ils portent sur la création d'une carte brune à l'assurance responsabilité civile automobile hôtière, sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Sidonie Lavilla. La Côte d'Ivoire, prête à apporter une assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, à travers la ratification de la Convention de Vienne, signée le 26 septembre 1986. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui détient l'arme nucléaire, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire utilise cette technologie dans certains domaines, notamment dans la médecine, notamment dans la recherche agricole. Et la Côte d'Ivoire, en ratifiant ces 2 textes, s'offre la possibilité d'avoir l'assistance de l'AIEA et d'avoir l'assistance financière des autres États membres en cas de catastrophe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entend également ratifier le projet de loi portant amendement du protocole de création d'une carte brune CEDEAO. Une décision de ratification des différentes conventions qui passe nécessairement par l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires de la Commission des affaires extérieures ont montré leur intérêt et leur satisfaction pour ces projets de loi. À l'unanimité des membres présents de la commission, ils ont adopté les 4 projets de loi qui leur sont soumis. Les 4 projets de loi qui ont été votés aujourd'hui, ce sont des lois de ratification qui ne posent pas de problème. C'est pourquoi le groupe parlementaire PDCI n'a pas jugé opportun de mettre des problèmes là où il n'y en a pas. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Les députés ont agi en toute responsabilité en dehors de notre coloration politique, parce que là, il s'agit véritablement de projets majeurs qui touchent au quotidien de nos populations. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, se félicite de l'examen et de l'adoption des tests. Si je prends par exemple la carte brune CEDEAO, en même temps que vous avez la carte d'assurance nationale, vous êtes obligé d'acquérir la carte brune CEDEAO au coût de 1 000 francs. Et ça vous permet d'être couvert de tous les sinistres que vous pourriez subir à l'étranger au volant de votre véhicule et surtout de couvrir les dommages que pourraient faire subir à des tiers en dehors de la Côte d'Ivoire. Conscient également des enjeux que représente la ratification de ces différents projets de loi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, dès l'entame des travaux, était aussi présent pour suivre cette séance. Dans le domaine de la salubrité, plus de 2 milliards de francs CFA de matériel ont été remis aux collectivités par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Ce sont des poubelles et des véhicules de collecte d'ordures ménagères pour 36 communes. Grâce Kando. Du matériel de salubrité remis à 36 communes d'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux collectivités lancé par le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ce matériel. Et nous allons l'utiliser en bon père de famille pour que nos populations, en tout cas pour que les villes soient propres. Nous sommes 201 communes et nous souhaitons que toutes les villes de Côte d'Ivoire soient au même diapason, au rythme de la qualité de vie pour l'ensemble des concitoyens de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il me charge de vous dire merci. Et il vous charge de porter le plaidoyer le plus haut possible pour que vous ayez les moyens de permettre à tous les maires de Côte d'Ivoire d'être opérationnels. En 2018, 33 communes ont aussi bénéficié de matériel de salubrité d'une valeur de 700 millions de francs CFA, ce qui fait à ce jour plus de 2 milliards 700 millions injectés dans le secteur de la salubrité. Occasion pour la ministre Anne-Désirée Ouloto de revenir sur les réformes entreprises. Je voudrais citer entre autres la création de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, la mise en place d'une plateforme de collaboration avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVIC aussi, la concession du service public de propreté à des opérateurs de compétences internationales dans l'agglomération d'Abidjan, ainsi que dans la région du Sud Comoé. La construction et l'exploitation d'infrastructures modernes, dont un centre de valorisation et d'enfouissement technique à Kosiwan. Utiliser le matériel de salubrité à bon escient,
C'est le message adressé aux bénéficiaires. Chers élus locaux bénéficiaires de ces dons, le gouvernement de Côte d'Ivoire vous fait confiance pour la bonne utilisation de ce matériel, pour son entretien, afin que lorsque viendra l'heure du bilan, vous présentiez plus que vous n'avez reçu. Je voudrais vous engager à œuvrer pour la propreté de vos communes, pour le bien-être de vos populations, en utilisant ce matériel dans des conditions optimales. Le programme d'appui aux collectivités en matière de salubrité prend fin en 2020. La Caisse nationale des caisses d'épargne devient la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Depuis 2017, le gouvernement ivoirien a adopté un plan de restructuration. Le directeur général de l'institution financière a donné aujourd'hui les nouvelles orientations et les visions de la Banque populaire de Côte d'Ivoire. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame. La Caisse nationale des caisses d'épargne CNCE devient Banque populaire de Côte d'Ivoire. Après 2 ans de restructuration interne, elle ouvre officiellement ses portes au grand public. Le directeur général de la banque a présenté les nouvelles orientations. Nous avons une nouvelle stratégie qui est axée sur les classes moyennes et les classes populaires pour ce qui est de la clientèle des particuliers, qui est axée aussi sur les PME auxquelles nous accordons aujourd'hui des financements. Nous avons une stratégie, une vision stratégique qui nous permet de développer des canaux alternatifs. Nous essayons même d'accompagner le programme social du gouvernement, le PSGouv. Son créneau, se rapprocher de la population, d'où la mise en place d'un car mobile et l'inclusion de nouvelles technologies dans les services offerts. Nous sommes la seule banque aujourd'hui sur le marché en Côte d'Ivoire à détenir des cars mobiles qui sont des agences sur 4 roues que nous utilisons justement pour aider les populations qui sont dans des zones non bancarisées et qui sont dans des zones où aucune institution financière n'est présente. Donc plutôt que de déplacer les populations vers nous, nous allons vers les populations. À terme, il s'agit d'améliorer le taux de bancarisation estimé à 19%. La banque compte à ce jour plus de 300 000 clients actifs. Le ministre d'État, ministre en charge de la coordination des politiques sociales de Singapour, s'est rendu au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Il a entretenu son auditoire sur le thème Afrique-Asie, partenariat par la croissance et l'apprentissage. Il a expliqué que les 10 prochaines années seront cruciales pour l'Afrique, qui doit notamment améliorer son leadership politique et aussi engager des réformes économiques en profondeur. La semaine africaine du pétrole a ouvert ses portes au Cap en Afrique du Sud. Objectif pour les responsables gouvernementaux, établir de futurs partenariats pour leur secteur énergétique. La Côte d'Ivoire y prend part dans un contexte compétitif renforcé. Le pays produit quelques 38 000 barils de pétrole par jour. Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Cape Town. Cape Town, Afrique du Sud, la ville abrite cette semaine la rencontre africaine sur le pétrole. Depuis plus de 25 ans, ce rendez-vous est le lieu de rencontre le plus important d'acteurs africains de l'énergie. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire de rencontrer les principaux acteurs du secteur du pétrole et de l'énergie, et spécialement ceux de l'amont, l'exploration-production, pour échanger, pour les attirer, pour venir en Côte d'Ivoire, pour nous aider à développer notre bassin sédimentaire. On a une bonne expérience pour ce bassin, mais on a besoin d'acteurs pour nous aider à implémenter nos objectifs, à faire la recherche, à trouver pour que la Côte d'Ivoire devienne vraiment un grand pays producteur de pétrole. La Côte d'Ivoire y prend part avec une importante offensive commerciale sur un marché de plus en plus compétitif. Le ministère conduit la politique. La Direction générale des hydrocarbures reçoit les opérateurs internationaux et nationaux qui sont actifs dans le secteur pétrolier. Et nous sommes ici, par exemple, pour les attirer, pour leur montrer qu'il y a des blocs libres disponibles. Il y en a 18 que nous proposons. Et parmi ces 18 blocs, nous avons 5 pour lesquels le ministère souhaite tenter une expérience nouvelle, c'est-à-dire inviter les sociétés à exprimer leur intention, faire une expression of interest. Et à partir de ce moment, le ministère regardera et sur quelques mois, invitera les uns et les autres à faire leurs meilleures offres. La Côte d'Ivoire produit quelques 38 000 barils de pétrole par jour et 213 millions de pieds cubes de gaz naturel. La rencontre, qui a ouvert ses portes ce mardi, les refermera en fin de semaine.
Plus de 14 000 feuilles de tôle frauduleuses ont été saisies par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Cette marchandise d'une valeur de 30 millions de nos francs ne respecte pas les normes en vigueur dans l'industrie de la métallurgie en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. 14 600 feuilles de tôle de qualité douteuse d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est la découverte faite dans cette société industrielle de transformation de l'acier par le service de répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Au regard des dispositions réglementaires, les tôles de couverture doivent être marquées. La longueur doit être précisée, la largeur utile doit être précisée, l'épaisseur doit être précisée, le nom de l'importateur ou du fabricant doit être précisé sur ces tôles de couverture, de sorte que nous puissions l'identifier en cas de souci. Et comme vous pouvez le constater, ces tôles de couverture ne présentent aucun marquage. Ces tôles de couverture ne respectent aucune norme de l'industrie métallurgique en Côte d'Ivoire. Elles étaient écoulées sur le marché ivoirien. Découvertes après dénonciation, ces fabricants ont tout de suite reconnu les faits. Ce qu'ils disent, c'est de demander la clémence de l'administration parce qu'ils ignoraient la réglementation en la matière. Il faut dire également que selon les explications qu'ils nous ont données, c'est pour la première fois qu'ils font de telles importations puisqu'ils n'intervenaient pas dans ce secteur d'activité. Ils sont notamment dans le fer à béton et d'autres matériaux de construction. Mais c'était leur première importation selon les explications qu'ils nous ont données. Après les résultats des analyses en cours, ces tôles de couverture saisies pourraient être détruites. Leurs fabricants, eux, sont passibles de sanctions allant des amendes aux peines d'emprisonnement. Le Comité national d'hommage aux doyens a lancé la 2e édition de la Journée nationale d'hommage aux doyens. Il s'agit de témoigner la reconnaissance de la nation à une personnalité encore en vie qui a participé à bâtir la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, Lambert Amontano sera honoré. Il a été ministre de l'Éducation nationale en 1958 sous le président Félix Houphouët-Boigny. C'est Forazegui. Après le professeur Yacine Sarasoro en 2018, c'est au tour de Lambert Amontano de recevoir les hommages de la nation le 15 novembre prochain. À 93 ans, Lambert Amontano fait partie des rares compagnons de feu Félix Houphouët-Boigny à être encore en vie. Occasion donc pour les membres du Comité national d'hommage aux doyens de l'honorer pour son implication à l'édification de l'école ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons besoin de repères. Nous nous sommes engagés dans l'excellence. Mais l'excellence doit s'appuyer sur des modèles, sur des repères. Et ces personnes qui sont encore en vie, jeunes ou moins jeunes, mais qui sont des modèles, doivent être célébrés de leur vivant pour que justement ils soient félicités, pour qu'ils en soient heureux eux-mêmes et honorés parce que leur mérite étant reconnu, mais aussi que cela puisse créer l'émulation, que cela puisse servir d'exemple aux autres Ivoiriens. Pour cette édition, l'ancien ministre va donner une conférence publique sur l'histoire coloniale et post-coloniale de la Côte d'Ivoire avec Félix Houphouët-Boigny. Des consultations et distributions de médicaments gratuits seront organisées à Eboué, son village natal. Lambert Amontano fut ministre de l'Éducation nationale du 15 février 1963 au 5 janvier 1970. Il fut ainsi le 3e ministre en charge de l'Éducation nationale. Le 7 octobre dernier était la rentrée scolaire pour les tout-petits de 3 mois à 5 ans dans les établissements dédiés à la petite enfance. La rentrée solennelle des structures socio-éducatives de base a eu lieu dans la commune de Port-Bouët avec pour thème cette année la qualité au cœur des actions des structures socio-éducatives de base. Salimatou Dia. La démarche qualité, une des innovations de la rentrée officielle des structures socio-éducatives de base pour l'année 2019-2020. Dans la commune de Port-Bouët, qui a abrité la cérémonie de rentrée solennelle, le bilan du plan d'action de l'année précédente dans les centres de protection de la petite enfance, CPPE, et les centres d'action communautaire pour l'enfance, CACE, a été fait par la direction de services de coordination. Nos offres de services sont en nette progression. Les CPPE, CACE sont passés de 209 à 233. Quant aux effectifs de 17 050 enfants, nous sommes à 18 531 enfants et nous continuons notre marche. De 44 complexes identifiés, l'année dernière, nous sommes à 51 complexes socio-éducatifs. L'essentiel des difficultés et contraintes majeures rencontrées dans les structures se rapporte au déficit
en personnel dans toutes les structures. L'insuffisance de biens mobiliers et immobiliers. Aux 1320 acteurs de la petite enfance et du travail social, il a été demandé d'améliorer les offres de services à travers une démarche qualité. J'associe à ces salutations le directeur des systèmes d'information et son équipe. Ils ont mis à la disposition du ministère des structures socio-éducatives de base une plateforme numérique de gestion de ces structures socio-éducatives avec la possibilité de géolocalisation de le maire. Pour cette année 2019-2020, chaque structure doit tout mettre en œuvre pour améliorer davantage ses offres de services, tant en quantité qu'en qualité. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'équipements aux structures socio-éducatives de base et de vivres aux familles démunies de Port-Bouilly. Et on parle droits de l'homme. Plus de 300 délégués, pour la plupart des présidents de Cour suprême et de conseils constitutionnels, sont réunis en Ouganda. Ils planchent sur la promotion des bonnes pratiques en termes de gestion d'administration de la justice sur le continent africain. Franck Wadio. 2013, 2015, 2017 et maintenant 2019. Comme les précédents rendez-vous, le 4e, celui d'Ouganda, vise à maintenir un dialogue constant et permanent entre les juges du continent en vue de mieux protéger et promouvoir les droits de l'homme. Cela malgré la diversité du contexte sur le plan politique, économique, social et culturel. La diversité de traditions judiciaires, justement, selon le président de la République ougandaise, Yoweri Museveni, plutôt que de diviser les Africains, devrait davantage les rapprocher. Une idée évoquée précédemment par Sylvain Auré, président de la Cour, afin de faire face aux problèmes contemporains, aux défis latents des droits de l'homme à travers le pouvoir judiciaire. Les préoccupations sont effectivement très nombreuses, mais c'est le défi d'une telle Cour qui a été imposée, qui a été érigée, si vous voulez, au plan continental. Nous attendons que les cours nationales, au plus haut niveau bien entendu, s'approprient les instruments et les mécanismes, d'abord au niveau régional, mais également au niveau international. Les cours ont un impact, une portée indéniable au plan national, au plan de la vie de nos citoyens, mais également au plan de la vie de nos États. De nombreux défis sont à relever comme les problèmes de migration, nationalité, élection, terrorisme et droits des autochtones. Ces préoccupations demeurent au cœur de la mission des 11 juges de la Cour depuis sa création en 2006 jusqu'à ce jour avec l'appui des 30 États qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme, dont 9 qui ont déposé la déclaration relative au même protocole pour dire leur adhésion à la cause commune. L'actualité politique nous conduit à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier continue ses rencontres avec les populations. Amédée Kouakou a échangé 3 jours durant avec les autochtones et les allogènes de San Pedro, Grand Bérébi, Gabiadji et Doba. Il les a exhortés à adhérer au RHDP. Léon Brou. Accompagné de son collègue de la promotion des PME, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier à Ouaté, Toui, Blibéagui, Diapagui, Dagagui et Globonoudan dans la sous-préfecture de Gabiagui, comme à Grand Bérébi et à San Pedro, face aux halogènes et leurs hôtes Koumen et Bakoué, Amédée Kouakou est sans détour. La réponse à la question de développement, notamment aux problèmes de route, d'eau, d'électricité ou de santé se nomme RHDP, ce creuset de vivre ensemble, de paix et de développement. 2020 va bien se passer, les élections vont bien se passer et le meilleur va gagner et le meilleur, ce sera donc le RHDP, j'en suis convaincu. C'est pour ça que nous travaillons sur le terrain pour passer le message de cohésion, le message de paix, le message d'entente. Et je pense que ce message est bien perçu. Le RHDP, donc la volonté des héritiers du père de la nation pour reconquérir l'unité nationale, la paix, le développement et le bien-être de l'ère Houphouët-Boigny. Sur les acquis, le repositionnement social, économique et diplomatique de la Côte d'Ivoire suffit, toujours selon l'émissaire du parti, pour renouveler le tandem avec le président Alassane Ouattara. Un message à perpétuer. Notre rôle
en tant que leader avec donc l'ensemble des coordinateurs et délégués du RHGP ici donc dans cette région, c'est de perpétuer ce message, de faire entrer ce message dans les profondeurs de nos différents villages et de nos campements afin que l'ensemble de nos populations puissent comprendre. La tournée de mobilisation pour le RHDP dans la région de San Pedro, le ministre Amédée Kouakou l'a effectuée du 1er au 3 novembre 2019. Au Nigeria, la police annonce ce mardi avoir libéré 259 personnes d'une maison de correction islamique dans le sud-est. La police a pu découvrir ce centre grâce aux informations données par un jeune homme de 18 ans qui a réussi à prendre la fuite. Une opération dans le cadre d'une série de raids similaires menés à travers le pays ces dernières semaines. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a perdu un des siens. Edouard Kofi Sakra, précédemment chef de service production du journal télévisé et des magazines de l'information, s'est éteint ce mardi à l'âge de 46 ans. L'homme avait été nommé chef de service captation et retransmission sportive, institutionnelle et religieuse en 2018. Edouard Kofi Sakra n'apportera jamais plus sa petite touche si particulière ni au journal télévisé, ni à aucune production de la Maison Bleue. Bonsoir à tous.